Philippe Descola, nous allons parler maintenant de la notion de nature. Alors, je ne vais pas trop vous embêter avec de la philosophie, parce que vous qui avez étudié la philosophie, vous savez que le mot nature, chez les Grecs, chez les Latins, chez Aristote, chez Kant, chez Hegel, etc., c'est pour le moins un terme qui est polysémique et qui a des dualités de sens, voire plus. Et ce, depuis les Grecs, depuis Aristote en tout cas. Dans quel sens, vous prenez le mot nature? Je vous lis dans Les Lances du crépuscule. Lorsque je dresse un bilan des leçons intimes que ma vie chez les hachoirs m'a apportées, je m'aperçois, la première de ces leçons, et la plus importante peut-être, est que la nature n'existe pas partout et toujours. Quel sens ça a pour vous, la nature, ici, dans cette phrase? Alors, c'est essentiellement la nature extérieure aux humains, c'est-à-dire le fait que les êtres animés et inanimés constituent un ensemble qu'on va subsumer sous ce terme, et c'est indépendant d'une autre dimension de la nature qui est la nature en nous, c'est-à-dire les caractéristiques que nous efforçons de dominer par l'éducation et la culture, qui nous rendent semblables sous certains aspects aux non-humains, parce que nous sommes des animaux comme les autres. Ce qui m'a surtout frappé dans ce que j'ai appelé le naturalisme, c'est par contraste avec ma propre expérience ethnographique ailleurs dans le monde, l'existence de cette extériorité d'une partie du monde. Alors c'est le monde, hein, c'est le monde, mais c'est un monde vis-à-vis duquel on s'est rendu en partie extérieur, et de ce fait, on s'est mis en situation à la fois de le comprendre systématiquement, d'en investiguer les lois, et de le transformer en un système de ressources, et aussi en une source de plaisir, de dilection, avec l'invention du paysage, de la contemplation de la nature, etc. Donc c'est essentiellement cette idée d'extériorité. Alors, idée d'extériorité qui signifie aussi donc l'idée que la nature, c'est le champ des phénomènes qui se réalisent indépendamment de l'homme. Ça, c'est la vision occidentale. Oui, c'est une définition classique, hein, Oui. la nature, le hasard et les institutions humaines, donc les trois grands champs de déploiement de l'expérience. Eh bien, la nature, c'est ce qui se développe indépendamment de l'action humaine, mais évidemment en nous aussi en partie. Et les humains peuvent aussi en infléchir le cours. On le voit évidemment maintenant avec ce qu'on a appelé l'anthropocène, c'est-à-dire si les humains sont une force géologique eux-mêmes, c'est que les humains ne sont pas aussi extérieurs que cela à la nature. Donc c'est un concept, hein, c'est vraiment... lorsque je dis la nature n'existe pas, ça m'a été reproché pour différentes raisons. C'est essentiellement qu'ailleurs, on ne conçoit pas une totalité autonome. Pessoa, que j'ai cité en introduction de Parle de la nature et culture, dit la nature, c'est une maladie de nos idées. Hein, c'est-à-dire, c'est une construction, une superstructure. Là, on peut parler de superstructure, sans doute, ce qui est étrange, parce qu'au fond, en termes marxistes, ça serait plutôt une infrastructure non encore travaillée. Eh bien, ce qui est visible aussi dans des formules fameuses comme celle de Descartes, l'homme comme maître et possesseur de la nature, par exemple. Et l'univers, alors, c'est quoi? L'univers, c'est une extension de la nature, c'est-à-dire, au fond, la nature, c'est le cosmos. Non, je dis ça parce que vous êtes très sensible aux cosmologies, justement. C'est un cosmos inaccessible qu'on ne peut pas encore, à l'heure actuelle, transformer en ressources. On le fera peut-être, hein, mais... donc c'est toute cette continuité du monde lunaire et sublunaire
qui constitue voilà, cet ensemble. Mais encore une fois, c'est une abstraction philosophique. Il n'y a pas d'élément de réalité là-dedans. Alors effectivement, on m'a dit oui, mais en disant cela, en disant que la nature n'existe pas, on se prive des moyens de la protéger. C'est vrai, mais je pense qu'il est plus important de protéger des milieux de vie, des écosystèmes, que la nature comme une abstraction. Je vais vous donner un exemple. L'Équateur est connu pour avoir été peut-être le premier pays, je crois en tout cas, à avoir inscrit dans sa constitution que la nature avait des droits. Mais ces droits, ils sont complètement abstraits, puisque c'est une abstraction. Et donc, de fait, l'Amazonie équatorienne est mise en coupe réglée en même temps qu'on a cette magnifique assertion, si je puis dire, est vendue aux compagnies pétrolières, aux compagnies minières chinoises, etc. Ça ne change rien. Hein. Alors évidemment, la nature n'existe pas, ça peut choquer si on n'a pas la suite de votre raisonnement. J'ai pensé à vous avec la primaire des écologistes, Madame Sandrine Rousseau, dénonçant vertement les 3 religions monothéistes patriarcales, a dit à un moment, il faut retrouver un rapport sacré à la nature. Je ne pense pas que ce soit le cas, non, parce que précisément un rapport sacré à la nature, c'est perpétuer cette abstraction, ce rapport de transcendance, au fond. C'est Spinoza, hein, Dieu ou la nature. Lorsqu'on dit, par exemple, que les populations autochtones vivent en harmonie avec la nature, les Achuar, par exemple, c'est absurde. Le mot nature n'existe pas chez eux. Ben, bien sûr, d'abord, il n'existe pratiquement nulle part de toute façon. Il existe dans la tradition européenne, méditerranéenne, dans les langues européennes, mais lorsqu'on a voulu traduire le mot nature en chinois ou en japonais, au moment de la grande expansion de la modernité, on a eu les pires difficultés. Le concept lui-même n'est pas universel. Alors on pourrait dire, le concept n'est pas universel, mais ce qui recouvre est perçu universellement. Ben, je ne pense pas. J'ai passé 20 ans de ma vie à essayer de montrer que ce n'était pas le cas et qu'en effet, il n'y avait pas de perception spontanée de ce qu'il y a une totalité extérieure aux humains qu'on pourrait désigner ou pas par un terme, et en tout cas qu'il s'agit de coloniser, d'utiliser, de mettre à profit, d'utiliser comme ressource pour la symbolisation, des choses comme ça. Vous citez un moment Buffon, pour qui l'Indien d'Amazonie n'existait pour la nature que comme un être sans conséquence, une espèce d'automate, disait Buffon, impuissant, incapable de la réformer ou de la seconder. On a là un résumé, un parfait résumé de l'homme cartésien. De l'homme cartésien, mais ça se poursuit. Au fond, les penseurs du socialisme, et Marx en particulier, considèrent que les hommes ont une histoire parce qu'ils transforment la nature. Et que ce soit d'ailleurs dans le premier Marx ou dans le Marx ultérieur, au fond, c'est l'effort de transformation de la nature transforme les humains eux-mêmes. Et donc l'historicité de l'humanité, elle vient de cette capacité à agir sur autre chose que soi. Mais ça, c'est quelque chose de très singulier. Alors on peut dire effectivement, et on l'a dit, que le fait que des populations non européennes vivent hors de l'histoire vient précisément du fait que, et au fond c'est implicite dans ce que dit Buffon, de ce qu'elles n'ont pas agi sur la nature. Et le grand paradoxe, précisément, c'est que c'est le contraire. C'est que les Indiens d'Amazonie ont transformé la forêt amazonienne du fait de leur façon culturelle, hein, les techniques d'horticulture sur brûlis, au fil des millénaires, de sorte que la composition floristique de la forêt, à l'heure actuelle, elle repose sur le principe d'un degré très élevé de biodiversité, mais de plantes utiles à l'homme. Autrement dit, cette forêt, c'est un macro-jardin d'une certaine façon. Alors, ce n'est pas une activité intentionnelle, ils n'ont pas voulu transformer l'Amazonie en jardin, mais le résultat, en particulier les techniques de transplantation,
de plantes sauvages utiles à l'homme a abouti à cela. Donc il y a aussi quelque chose de très profondément enraciné en nous et qui date des Romains, qui est la colonisation de l'espace sauvage, la colonisation de la grande forêt hercynienne qu'on va transformer par les défrichements et la mise en valeur, etc. Et donc l'idée même qu'on puisse transformer une forêt sans la défricher paraît difficile à saisir. Et en tout cas, c'est hors du cadre conceptuel, au fond, de notre opposition entre le travail humain sur la nature et ce qu'il permet de développer en nous comme expérience historique. Alors, c'est parce qu'il y a des correspondances entre la vie des humains et les non-humains, que ce soit des plantes ou des animaux, qu'il y a donc une intrication constante, enfin, que vous pouvez affirmer la nature n'existait pas en tant que telle, de façon autonome. Elle n'existe pas de façon autonome. Alors ça, j'ai bien compris, mais quand vous dites aussi que chez les Achuars, mais pas seulement chez ces Indiens, quand vous dites l'état de nature n'existe pas, c'est la même chose alors? L'état de nature, ça voudrait dire qu'il y a un état primordial, oui. Imaginaire. L'état de nature, c'est une fiction philosophique encore plus fort, fictionnelle que la nature, si je puis dire. C'est une invention de Grotius qui a servi et qui sert au fond encore d'une certaine façon implicitement dans les théories contractualistes de l'État, qui consiste à dire finalement il y a un moment initial où les humains sont dans un état de sauvagerie absolue, et puis ils décident de se réunir en aliénant une partie de leur libre arbitre et en le confiant à un souverain, que ce souverain soit un individu ou une collectivité. Donc c'est une très belle fiction, mais elle n'a guère de sens. Pour prendre une analogie, quelquefois on a dit les mythes amérindiens, c'est un peu l'état de nature. C'est pas du tout l'état de nature, c'est exactement le contraire. La situation que décrivent les mythes amérindiens, c'est un état de culture généralisée dans lequel des êtres qui sont à l'évidence assez proches des humains, en tout cas ils leur ressemblent parce qu'ils jouent de la musique, ils font la cuisine, etc., etc. À un moment, suite à un événement catastrophique, se transforment en espèces. Donc c'est une histoire naturelle plutôt qu'un état de nature, ce que décrivent les mythes. C'est-à-dire c'est une histoire de spéciation. À certains moments, il y a des êtres qui se transforment et deviennent ce que nous appellerions, nous, des espèces naturelles. Donc ça n'a guère de sens. Alors, vous avez employé l'expression « histoire naturelle ». Lorsque Buffon, puisqu'on l'a cité tout à l'heure, écrit une histoire naturelle, on peut considérer, avec Cassirer, par exemple, qui a écrit un livre important sur la philosophie de Lumière, que c'est néanmoins un progrès de l'idée d'admettre que la Terre a une histoire, que la nature a une histoire, que les animaux ont une histoire, etc. C'est pas encore du pré-darwinisme, mais c'est quand même quelque chose qui est une intuition qui compte, non ? Ah ben tout à fait. Oui. Je suis loin d'en disconvenir, mais ce qui est intéressant, et je pense alors en particulier à Humboldt, c'est que Humboldt lie étroitement l'histoire naturelle de la Terre et l'histoire naturelle des humains. C'est Audricourt avant la lettre. Oui, d'une certaine façon, il y a beaucoup d'intuitions chez Humboldt qui sont quasiment audricourtiennes. Donc, je pense que c'est un progrès, en effet, mais cette affaire de spéciation que j'évoquais à propos des mythes, c'est pas historique en ce sens qu'il n'y a pas de téléologie, c'est pas orienté vers quelque chose. Un mythe, c'est quoi ? Alors, ça nous éloigne peut-être de l'idée de nature, mais je pense pas. Un mythe, c'est les conditions de possibilité de l'état présent. Donc, c'est pas historique au sens de la Genèse, c'est une sorte d'axiomatique. À tel moment, il s'est passé ceci, et il y a eu une transformation qui donne les espèces naturelles. Le tatou est né de cette transformation. Il se trouve que de cette transformation, le tatou a gardé une âme, et qu'on peut donc communiquer avec lui. Ça tombe bien, ça permet effectivement de généraliser la sociabilité à l'ensemble du vivant.
Donc je ne pense pas qu'on puisse opposer les deux de cette façon. Alors, vous avez prononcé le mot vivant. Soyons pédagogiques. Quelle différence vous établissez, vous, l'auteur de Par-delà la nature et la culture, entre nature, le mot nature, et le mot vivant? Alors, moi, je ne suis pas un fanatique je ne suis pas un vitaliste, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il me semble que quand je parle d'humain et de non-humain, d'abord, ce n'est pas une expression complètement satisfaisante, mais il se trouve qu'on n'en a pas d'autres à notre disposition. Les non-humains, il y a les pierres, les animaux, les plantes. Non, mais j'ai dit c'est pas satisfaisant pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que c'est défini de façon privative. Ce ne sont pas des humains, donc c'est le reste. C'est pour ça que c'est pas. On peut dire autre qu'humain. Il y a un reste d'anthropocentrisme. Il y a un reste d'anthropocentrisme. On peut dire autre qu'humain, etc. Mais c'est au fond contourner sémantiquement le problème. Et puis, l'autre problème, effectivement, c'est que c'est un très vaste ensemble. Mais c'est un très vaste ensemble dans lequel les interactions physiques et chimiques, en quelque sorte, ne connaissent pas de frontières. Alors, personnellement, par exemple, je peux m'accoutumer à l'idée que l'humanité va disparaître, ce qui est de toute façon inévitable. Je serais beaucoup plus attristé. Inévitable à cause du soleil. Avant, c'est pas impossible que ça se passe avant, c'est-à-dire que les conditions de vie sur la Terre deviennent telles qu'elles finissent par disparaître. Si à ça on ajoute une apocalypse nucléaire et des pandémies de plus en plus difficiles à maîtriser, l'avenir de l'humanité n'est pas d'un rose absolu. Mais en revanche, je serais beaucoup plus peiné que la vie disparaisse, parce que la vie, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Il est possible, nous dit-on, qu'il y en ait sur des exoplanètes, mais en attendant, la seule que l'on soit assuré de connaître, c'est celle qui est ici. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Cela dit, la vie, en même temps, elle se déploie à partir d'êtres abiotiques. Oui. Qui la rendent possible. Et j'inclus les artefacts aussi dans les non-humains. Tout ce qui fonctionne comme un agent, pour moi, est un non-humain qui participe de la vie sociale. Et un agent, ça peut être, je ne sais pas, moi je trébuche sur une petite faille dans le sol. Cette petite faille dans le sol est un agent, parce qu'elle produit un effet sur moi à un moment donné. La chute, éventuellement. Éventuellement la chute. Donc nous sommes environnés d'agents qui jouent un rôle dans notre existence, et c'est l'ensemble de ces agents qui, circonstanciellement, au fond, conditionnent ce que nous sommes et ce que nous faisons. Et c'est ça qu'il faudrait pouvoir prendre en considération dans une science, puisque je suis un scientifique, dans une science générale et des systèmes et des comportements, et qu'il est très difficile de faire vu le fractionnement et l'atomisation, au fond, des différentes sciences, qui est la norme à l'heure actuelle. Alors, puisque la nature n'existe pas, il faudrait peut-être employer un autre mot. Peut-être le monde. Alors, mais c'est peut-être déplacer le problème. Je pense qu'il faudrait dire qu'il y a un monde avec un M majuscule, dans lequel on met le cosmos, comme vous le dites, c'est-à-dire un ensemble d'êtres et de phénomènes, de relations, qui est théoriquement connaissable, mais qu'on ne connaîtra sans doute jamais totalement, parce que l'espèce humaine aura disparu avant d'avoir accompli son œuvre de connaissance. Et à l'intérieur... Elle aura été au bout de l'infini. Pas au bout, mais de son infini à elle. De son infini à elle. Ouais. Et à l'intérieur de ce monde avec un M majuscule, chacun d'entre nous, nous construisons des mondes, c'est-à-dire que nous composons des mondes, nous détectons des éléments qui sont pertinents pour nous à l'intérieur de circonstances historiques particulières, à l'intérieur de collectifs particuliers, et chacun de ces éléments, c'est pour ça que je parle d'ontologie, forme un élément d'un mobilier qui est notre mobilier familier. Thomas Gibson, le psychologue de la perception, appelle ça des affordances, des promissions, ou des prises. Ce sont des choses qui, au fond, attachent
à la fois nos capacités d'action et notre intérêt, et nous permettent d'aller dans une direction, dans une autre. Donc, si je me balade au bord d'une falaise, moi, mammifère, je dois faire attention à ne pas tomber. Si c'est un vautour, c'est plutôt au contraire la possibilité d'un envol. Mais c'est modifiable aussi culturellement, c'est-à-dire que si moi, humain, j'ai un parapente, c'est aussi la possibilité de prendre un envol. Donc chaque élément du monde, en quelque sorte, offre une prise à ce que l'on actualise ou non certaines de ses qualités. Et c'est l'ensemble de ces actualisations de qualité à l'intérieur d'un collectif qui permet de composer un monde. Ce qu'on appellerait traditionnellement une culture, si vous voulez. Mais c'est le cas aussi pour une espèce animale. Mais on se rapproche de la notion de milieu Oui, humain. Absolument. Mais humain ou non humain. Enfin, humain milieu. ou non humain. Oui, non, mais moi c'est un terme que j'emploie vraiment de manière très systématique. Oui, absolument. Un milieu, c'est à la fois, au sens de Claude Bernard, c'est à la fois un milieu où des êtres se déploient en fonction des conditions locales. Et puis c'est aussi un milieu intérieur, c'est un milieu interne. Et donc, de ce point de vue-là, c'est la meilleure expression, en quelque sorte, qu'on puisse trouver pour désigner, au fond, ces espaces de ressources où humains et non humains coexistent de façon singulière, que ce soit la Terre ou que ce soit des milieux de vie, des bassins versants, des littoraux, etc., etc. Nature, monde, milieu, quel regard l'anthropologue, l'ethnologue Philippe Descola porte-t-il sur le travail d'Augustin Berg? On est collègues depuis longtemps à l'école des hautes études et parce que lui, nous échangeons. Il a carrément inventé la science du milieu. Science, ou ce qu'il appelle la trajection, c'est-à-dire effectivement, on est suspendu entre les deux éléments, entre l'objectif et le subjectif, etc. Je suis en particulier très admiratif de ce qu'il a fait dans son travail sur le Japon. Hein, c'est l'une des choses qui m'a permis de me rendre compte que ce que j'avais observé chez les Achuar n'était pas si bizarre que ça, puisque la nature au Japon, c'est pas du tout notre nature non plus. Et donc il a été certainement l'un des premiers à montrer l'artificialité de cette notion de nature dans le cas d'une grande civilisation où on trouve par ailleurs des formes artistiques notamment de figuration, de peinture, etc., où se déploient ce qui paraît des paysages semblables aux nôtres, etc. Et il montre des jardins, bien sûr. Des jardins. Et il nous montre que c'est pas du tout la même nature que nous, et donc c'est pas la nature. C'est pas la nature, et pourtant le mot peut encore servir, par exemple, lorsque Michel Serres fait paraître son contrat naturel. Est-ce que cela a un sens de vouloir passer des contrats ou un contrat avec la nature? Pour vous, j'imagine que ça n'a pas beaucoup de sens, puisque vous avez effacé, enfin, si ce n'est déconstruit la notion de nature. Pas avec la nature en général, parce que c'est une hypostase, encore une fois. Donc la nature en tant que telle, encore une fois, ça n'existe pas. Mais on peut, dans certaines circonstances historiques singulières, effectivement passer contrat avec des milieux. En ce sens, par exemple, et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, conférer une personnalité juridique à un milieu de vie de façon à ce que ses occupants soient perçus plutôt comme des dépendants de ce milieu de vie que ses propriétaires. Au lieu d'être comme maître et possesseur de la nature, on devient... c'est un milieu qui devient comme maître et possesseur de ceux qui l'occupent. Et donc c'est un renversement profond, hein, qui profond pour nous, dans l'Occident moderne, qui est une chose assez commune dans d'autres parties du monde, et à laquelle les ethnologues sont habitués, mais qui pour nous changerait beaucoup de choses.
Philippe Descola, donc, puisque depuis votre livre de 2005, Par-delà la nature et la culture, vous avez tenté justement de dépasser les oppositions classiques, nature-culture, sauvage, domestique, physique, monde surnaturel. Est-ce que il n'y a pas dans le travail de l'ethnologue une volonté, disons, de dialectiser un peu les questions, les problèmes, et qui correspond aussi peut-être à une nouvelle manière, disons, de vivre la dialectique historique, comme on disait avant, en tout cas dans les années 60-70, et c'est comme si il y avait chez vous cette volonté quand même à chaque fois de trouver une issue, une porte de sortie qui ne nous enferme pas dans des raisonnements trop oppositionnels, sclérosés, binaires, etc. Je ne sais pas si on peut parler de dialectisation, bien que j'ai été élevé dans ce langage-là, en effet. Tout est parti pour moi d'une volonté de réforme des concepts de l'anthropologie, c'est-à-dire des concepts hérités au fond de la philosophie des Lumières, de la philosophie politique, des concepts décrivant notre état, nous, modernes, européens, de les réformer parce qu'ils n'étaient pas adaptés à ce que l'on trouvait lorsque on s'éloignait un peu de chez soi pour observer d'autres réalités sociales. Donc non seulement il n'y a pas de nature, mais il n'y a pas de société non plus au ce sens classique. Il n'y a pas, il n'y a même pas même les concepts les plus ordinaires comme le clan par exemple. Le clan, on définit ça en anthropologie traditionnellement comme un groupe de personnes qui se reconnaissent à un ancêtre commun. Mais quand on regarde en détail des termes qu'on traduit par clan, il y a beaucoup plus que des humains. Il y a des territoires, il y a des troupeaux, il y a des divinités, il y a des esprits, il y a des sites, il y a des lieux de culte, etc. Il y a des jardins. Il y a des jardins, il y a toutes sortes de choses. Et donc, au fond, l'anthropologie, les sciences sociales en général, on traîne avec elles le poids historique d'un appareil conceptuel et sémantique qui a servi à désigner, à préciser, à rendre pertinent une expérience historique tout à fait singulière, et qui ont été ensuite employés dans des circonstances où ils ne s'appliquaient pas. Et donc c'est ça, au fond, ce que j'essaye de faire. C'est de dépasser. Il y a une dimension critique, si vous voulez. Hein. Oui. Bon, quand je dis la nature n'existe pas, mais c'est aussi d'aller au-delà de ça pour essayer de dire mais qu'est-ce qui existe alors et comment le décrire, par quels termes décrire cela. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, une des choses qui m'intéresse auquel je me suis intéressé dans mes cours et que je vais développer dans un livre, c'est la notion de cosmopolitique, c'est-à-dire au fond utiliser des nouveaux concepts pour désigner des formes d'interaction entre humains et non-humains dans des espaces qui ne correspondent pas du tout à ce que nous avons décrit, nous, ethnologues, avec des concepts habituels de territoire, de surnature, de société, etc., etc., parce que ces concepts-là étaient adaptés à notre propre réalité, mais étaient inadéquats pour décrire ces réalités-là. Donc c'est un travail de réforme conceptuelle, et qui évidemment est un travail aussi de réforme politique. Et pourquoi territoire est un mot qui ne convient pas? Parce que territoire... Y compris territoire naturel, j'imagine. Parce que territoire, c'est un espace borné, qui est implicitement, c'est un espace borné sur lequel une population exerce un contrôle et dont elle se sert des ressources. Hors des territoires, il y en a, y compris dans notre propre expérience, des territoires partagés par plusieurs groupes, des territoires sur lesquels il y a complémentarité, des territoires qui ne sont pas occupés. Donc il y a des portions d'espace dans lesquelles ce qui domine, c'est plutôt les non-humains, et donc c'est eux qui au fond, définissent les limites, s'il y en a, de ce territoire, etc. Donc ce concept de territoire a eu tendance à fermer au sens, au fond, du territoire d'un État. Du territoire d'un État tel que ça s'est développé en Europe après la paix de Westphalie, hein, avec des frontières reconnues, etc., sur lesquelles un collectif exerce une souveraineté. Mais en fait, ça ne prend pas du tout en considération, par exemple,
les très nombreuses sociétés qui subsistent encore en grande partie de nomades, qui partagent des territoires avec des sédentaires, avec d'autres nomades, etc. Donc il faut modaliser, si je puis dire, ces concepts qu'on a tendance à utiliser par référence à notre propre expérience historique. Et au fond, plutôt que de dialectiser, c'est ça que j'essaye de faire, c'est-à-dire de concevoir des façons nouvelles de définir des réalités qui tiennent compte à la fois de notre expérience historique, mais aussi d'autres expériences historiques. Voilà. Ce n'est pas du relativisme au sens classique. Au contraire, c'est plutôt une forme d'universalisme renouvelé dans lequel je m'efforce de trouver des concepts qui permettent d'englober notre propre expérience avec d'autres expériences, tout en montrant la systématique de leurs différences. Voilà. Alors, il y a un paradoxe, et terminons notre petite promenade autour de la notion de nature. Le paradoxe est le suivant. Jean-Jacques Rousseau a écrit le discours sur l'origine de l'inégalité. Il détaille, dirait Claude Lévi-Strauss, en ethnologue, puisque Claude Lévi-Strauss a écrit un article qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau, fondateur des sciences de l'homme. Donc il détaille le fait que c'est parce que les hommes vivent isolés les uns des autres, éloignés les uns des autres, que, etc., etc., etc. Je ne refais pas la démonstration. Tous les écoliers d'Europe ont entendu parler de ce texte, mais le paradoxe est le suivant. Comment se fait-il qu'on puisse dire, lui qui a fictionné l'état de nature comme nul autre, pour prendre votre terme, et que l'on puisse dire de lui qu'il est aussi le fondateur des sciences de l'homme? Alors, Lévi-Strauss insiste beaucoup sur un élément dans son fameux article sur Rousseau, c'est la pitié, oui. C'est-à-dire la capacité à s'identifier à autrui. Et ce que Rousseau met en avant dans cet exercice de la pitié, c'est non seulement la possibilité de s'identifier à un autrui humain, mais à un autrui non humain. Et c'est ça, c'est un texte fondamental de Lévi-Strauss et fondateur, parce que précisément dans ce texte-là, Lévi-Strauss prend appui sur Rousseau pour dire, au fond, la vie sociale, ce n'est pas uniquement une vie sociale des humains fondée sur des capacités à s'identifier à autrui, c'est une vie sociale qui englobe au-delà des non-humains, et notamment des animaux en particulier. Et donc les collectifs qui se forment ne sont pas uniquement des collectifs sociaux. Donc il pousse, par l'intermédiaire de cette notion de pitié, le sociocentrisme de Rousseau, beaucoup plus loin peut-être que Rousseau n'aurait souhaité le faire, même si Rousseau, par ailleurs, est l'un des philosophes qui certainement a été le plus sensible à cette dimension. L'état de nature aura au moins servi, de Rousseau, aura au moins servi à cela. Et ça aurait servi à cela, puis il ne faut pas oublier que Rousseau dit le premier qui a enclos, etc., et qui a réussi à faire croire aux autres que c'était son bien, ça c'est aussi une dimension fondamentale. C'est-à-dire, en fait, l'idée que c'est parce que les autres vont penser qu'on est propriétaire qu'on le sera. Ça, c'est très important.